Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Prep Mikey, j'espère que vous allez bien. On continue une autre vidéo de réaction, toujours dans la même émission Timoun, et vous allez voir avec qui? Une nutritionniste cette fois-ci. Vanessa Merrill, ma mère, je suis biochimiste, nutritionniste et praticienne en phyto et aromathérapie. Qui réalisé que maintenant, ça veut dire qu'on avait les sols étaient moins imbibés de pesticides, que les animaux n'étaient pas nourris par de l'engrais chimique, etc. On était simplement sur une qualité de l'aliment qui est supérieure à que ce soit au niveau végétaux, que ce soit au niveau animal. Et alors, il savait équilibrer. Il n'avait pas accès aux produits transformés ou ultra transformés à l'époque, dans les années 20 par exemple, 20, 40. Euh, donc, donc la société était simplement en train d'utiliser des éléments de la nature. Donc plus correctement, la nature sait ce qu'elle fait. C'est pour ça que c'était beaucoup plus facile d'être en bonne santé à l'époque. Mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas même des écrans de téléphone portable pour, euh, pour influer sur d'autres facteurs clés du bien-être, autres que l'alimentation. Il y avait moins de radiation de téléphone portable, d'écran pour déréguler le système hormonal du corps humain. Donc voilà, il faut prendre des pincettes avec le côté les ancêtres, les êtres humains savaient ce qu'ils faisaient. C'est simplement qu'on n'avait pas encore manipulé, on n'avait pas la technologie pour manipuler l'alimentation comme avant, qui fait que, bon, même si on mangeait mal, ça restait quand même quelque chose, un produit de la nature. Donc, à partir du moment où ce n'est pas du poison pur, quelque chose incompatible avec notre organisme, ça ne provoquait pas de pathologie grave ou de dérèglement. Voilà. On pouvait être sous-alimenté parce qu'on ne mangeait pas beaucoup, mais on ne pouvait pas mal manger en fait. Carbone, glucides, pour l'énergie, quoi. Sucre, vous voyez, glucose. Alors les anciens, par exemple, faisaient attention à donner régulièrement du foie aux enfants, que ce soit du foie de bœuf, du foie de veau ou du foie de poulet. Pourquoi? Parce que le foie contient énormément de vitamine A, de la vitamine K2 également, de la vitamine K qui permet d'avoir des os solides et également un peu de vitamine D si évidemment l'animal a grandi à l'air libre. Donc en plus de ces vitamines dont je vous ai parlé, le foie contient aussi des micronutriments qui sont super importants. Après, ça passe. Mais effectivement, c'est les organes, en fait, c'est les organes des ruminants. Euh, il y a beaucoup de, de vitamines essentielles, enfin de très bonnes vitamines. On parle du foie, c'est vraiment l'organe qui, par définition, accumule beaucoup, comme c'est un organe qui a un rôle important dans le corps, qui en fait, c'est un organe de régulation, le terme m'échappe, mais qui élimine les mauvaises choses. Donc voilà, un organe d'élimination. Donc beaucoup de choses se passent au niveau du foie. Donc je pense c'est un organe qui doit avoir tous les éléments pour pouvoir jouer son rôle. Un organe qui n'a pas ce qu'il faut en termes comment dire, qui n'est pas normalement constitué, qui a les bonnes vitamines, les bonnes cellules. Enfin, voilà, c'est un organe qui ne fonctionne pas, on meurt. Donc voilà, beaucoup de vitamines finissent effectivement. Bon, l'explication n'est pas très scientifique, je le conçois, mais bon, enfin, moi je comprends que c'est un organe qui a besoin d'avoir tous ces éléments-là, ces vitamines-là, pour pouvoir bien fonctionner. Mais après, ce n'est pas une étude scientifique, voilà. Euh, mais que ce soit le cœur ou le poumon d'une vache, ça apporte des choses, quoi.
Ça apporte des choses que simplement le muscle. On mange généralement, on mange le muscle des animaux. Mais les organes possèdent aussi, par leur fonction, spécifique, les organes vont avoir des vitamines. Le cœur, c'est tellement vital que c'est un organe qui doit avoir tous les éléments qu'il faut, donc les zinc, les vitamines, etc. Mais le foie, c'est lui qui est réputé pour avoir le maximum de ces éléments-là, de ces micronutriments. Clémente, bon, malheureusement, il y a ce qu'on appelle le pesticide chlordécone qui a contaminé nos sols. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est exact par rapport à d'autres produits. Mais je pense qu'il y a le côté, le produit local, il a besoin d'avoir moins de conservateurs ou d'être moins traité que le produit qu'on importe sur cette île. Voilà. Une richesse au niveau de la biodiversité. C'est ça qu'on dit, je ne sais pas. Mais on va dire son goût. Ça permet aussi de ne pas que l'on s'habitue à un type de nourriture ultra transformée, industrielle, avec un goût, j'ai envie de dire, un goût globalisé, parce qu'on est dans un monde global où on mange, moi je suis sous les tropiques, mais je vais manger à n'importe quel moment de l'année des fraises si j'ai envie. Donc voilà. Donc il faut voilà, développer en fait son goût pour les produits dans son environnement proche, la diversité de son environnement proche, parce que ce sera moins industriel normalement. Et puis, on va l'aborder peut-être dans une vidéo future, mais il y a quand même, il y a notre environnement proche, il y a je ne sais pas comment le dire en termes scientifiques, mais les populations qui vivent depuis des générations sur un sol sont quand même plus adaptées à la nourriture de cet environnement. Donc, on est quand même plus, la population locale est quand même, j'ai envie de dire, entre guillemets, faite pour consommer les produits locaux. En termes de santé, le corps humain aura, par une histoire génétique de métabolisme, c'est transmis de génération en génération. Ça, par contre, ça peut se trouver dans la littérature. Il y a quand même un lien entre l'environnement dans lequel on vit, ce que l'on ingère et notre capacité de métabolisme à assimiler ces produits-là. Donc, c'est important. C'est important. C'est important au-delà du fait, c'est-à-dire c'est important en termes de santé, de métabolisme, au-delà du fait économique ou j'ai envie de dire patriotique de consommer local. Oui, j'ai des recommandations. En fait, je pense qu'il est important d'être vraiment à cheval sur le fait d'apporter à l'enfant suffisamment de ce que j'appelle des briques de construction pour qu'il puisse grandir. Parce qu'un enfant, il est en pleine croissance. Donc Et là, elle nous parle de la protéine. Alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, effectivement, ce n'est pas pour rien qu'elle emploie le terme des blocs de construction, acides aminés, parce que c'est vraiment ça. C'est intéressant de savoir, parmi les macronutriments, nous avons donc les 3 macronutriments, protéines, lipides et glucides. Et dans ces 3 macronutriments, seuls 2 sont essentiels à l'être humain, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans ces macronutriments. Ce sont les protéines et les lipides. On peut très bien vivre sans apport de glucides. On va expliquer peut-être dans une autre vidéo. Pas peut-être, sûrement dans une prochaine vidéo. Ceci. Et les protéines, qu'est-ce que les protéines?
euh, on pense muscle quand on parle de protéines, mais c'est vraiment ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire que les protéines sont les ingrédients dont le corps se sert pour construire tout ce dont il a besoin. Comme molécules, comme produits, ça peut être des enzymes, ça peut être les cellules, différents types de cellules, globules blancs, globules rouges, ou les tissus, les muscles, voilà. Et c'est pour ça que bon, ben, les bodybuilders ou les personnes qui font du sport, enfin les personnes qui veulent développer le muscle, ils parlent de protéines parce que c'est ce dont le corps va se servir pour construire en fait le muscle. Mais pas que le muscle, tout ce qui est dans le corps, ce sont des acides aminés euh, qui sont les ingrédients. Donc c'est bien de savoir un petit peu le rôle comme ça, on prend conscience de l'importance de manger suffisamment de protéines. Parce qu'effectivement, là on est dans le cas, c'est une émission pour les enfants, elle parle des enfants en croissance. D'accord, mais les personnes âgées, c'est la même chose. Le métabolisme, il est beaucoup moins rapide, beaucoup plus fragile également, mais ça veut dire qu'il prend beaucoup plus de temps à renouveler les cellules, il a beaucoup plus de mal en termes de régénérer les os ou les muscles. Donc, l'apport en protéines est très important et contrairement à ce qu'on pense, ça devient avec l'âge de plus en plus important de consommer des protéines. Ce n'est pas que les enfants en fait. On parle souvent des enfants sont en pleine croissance, mais en fait, c'est peut-être qu'on est dans la force de l'âge entre 20 et 30 ans que bon, on ne fait pas trop attention aux protéines. Mais quand on est enfant, parce que en fait, même les cellules du système immunitaire, tout est important, je veux dire, c'est vraiment, il faut bien comprendre de ça. C'est que le corps construit tout à partir des acides aminés. Donc, quel que soit le tissu en fait. Donc, être en bonne santé, on ne pourra pas être en bonne santé si le corps n'a pas les ingrédients pour fabriquer ce dont il a besoin pour son système immunitaire, son hormone, il a besoin de... Vous voyez, je généralise, mais les hormones, enfin voilà, pour fabriquer ce dont il a besoin, euh, les parois des vaisseaux sanguins, tout, chaque cellule du corps humain, c'est à partir des protéines. Très important. Et les lipides, allez vite, c'est l'énergie. Et les glucides servent de source d'énergie également, mais on peut s'en passer. Et il y a ce qu'on appelle des acides gras essentiels, des acides aminés essentiels. Il n'y a pas de hydrates de carbone, de glucides essentiels. Vous voyez, les termes sont importants. Acides aminés essentiels, je pense qu'on a souvent entendu ça. C'est parce qu'ils sont essentiels. C'est parce qu'on ne peut pas s'en passer. Donc c'est minimum, c'est au grand minimum, 1 gramme de protéines par kilo. Mais en fait, quand pour un individu, un organisme en croissance, on va aller sur un peu plus, donc 1,5 grammes par Effectivement, exemple c'est flou. de Je protéines. pense que c'est par jour. Donc il faudrait qu'il consomme 20 grammes, 20 kilos, 20 grammes par jour. Si on fait 60 kilos, donc 60 grammes par jour, etc. Au moins 80 grammes par jour. Donc voilà, on verra, on en parlera, mais grosso modo, la plupart des gens sont sous-alimentés en termes de protéines, quoi. Mais c'est vrai que bon, là, dans une vidéo, on ira un peu plus en détail. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on voit ça en précision pour se rendre compte. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir. Ça va vite, hein. Une fois qu'on a vu deux, trois exemples de la quantité de morceaux de viande et combien de protéines ça comporte, de lipides, etc. Après, on se fait vite un schéma dans la tête et on sait à peu près combien on mange en termes de quantité de macronutriments, de répartition nutritionnelle. C'est juste au début, c'est un peu galère, c'est un peu chiant de se dire, voilà, 1 gramme par kilo, calculer même. Mais une fois que les choses deviennent concrètes, ça va très vite. On n'en réfléchit plus après. Donc moi, je vous recommande fortement, le but, c'est de voilà, contrôler et savoir avec exactitude ce qu'on ingurgite. Prendre le contrôle de sa santé, c'est prendre le contrôle sur la quantité, la qualité, la répartition macronutritionnelle de ce que l'on ingère. À l'entrée. Le dessert, c'est après. C'est-à-dire que limite, il faut ne plus avoir faim qu'on a à son plat principal, le plat de résistance. S'assurer que c'est notre plat de résistance qui coupe la faim pour vraiment juste changer le goût au niveau du dessert. Mais le dessert n'est pas obligatoire, hein. J'ai envie de dire, le dessert n'est pas recommandé. Donc voilà.
L'autre moitié qui reste, on la sépare en deux. Ça fait donc 2 quarts. Il y aura un quart, c'est des protéines. Un quart, ce sont des glucides, féculents ou autres. Dans la réalité, il y aura peut-être un quart de salade. La moitié sera des pâtes, des féculents, pommes de terre, riz, tout ce que vous voulez. Et il y aura un petit quart de protéines. Donc on n'y est pas. Hein. Voilà quoi. Et puis, on a un particularisme au niveau des départements d'outre-mer, où justement on est nostalgie des anciens, où par manque de moyens, souvent, là, parce que la viande c'est ce qui coûte le plus cher, des fois on mangeait juste du fruit à pain à midi. Donc il y en a encore qui pensent qu'on peut juste manger des féculents et puis juste caler le ventre en fait, mécaniquement, remplir l'estomac pour ne plus avoir faim. Mais dans les années 1920-1930, la personne qui a pris juste une assiette de fruits à pain par exemple, ou de madère, ou de patates douces, et qui n'avait pas trop le temps ou le sou pour prendre de la viande fraîche, il n'allait pas à 4 heures prendre le goûter, acheter un paquet de chips parce qu'il avait faim ou autre, etc. De toute façon, il n'avait pas faim. Parce qu'il n'y avait pas de glucides. Il y avait que enfin, faim ou pas faim, oui, effectivement, ce sont des glucides, les féculents. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Mais on va dire, même s'il avait faim, la société ne s'était pas développée pour pouvoir, quand on a une petite faim, un petit casse-croûte. Donc, casse-croûte. Donc voilà, c'est ça la différence avec avant en fait. C'est pour ça que équilibrer l'assiette est devenu primordial actuellement pour que la personne ait le moins possible envie d'aller combler sa faim pour acheter dans des produits transformés. Parce que c'est ça qui va blesser. C'est ça qui va au bout d'un moment causer des inflammations, irriter l'organisme, avoir un dérèglement quelconque. C'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment mangé, si on attendait vraiment le soir. Et par contre, on ne parle pas dans ces émissions-là. Mais vous savez qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui se passent pendant la période où le corps humain ne digère pas, ce qu'on appelle le jeûne.